Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudykoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, t'as la forme ou quoi ? Ouais, salut Rudy. Là, je suis au bord d'un lac en 4G, donc ça se trouve vous aurez un son différent de d'habitude et peut-être même vous entendrez des vagues quand je parlerai. Ah, je crois que c'est toi qui allais faire des vagues en nageant. Je crois que t'allais faire le podcast en nageant. C'est pas ça ? Ça pourrait. Ah oui, puisque tu parles de ça, donc oui, maintenant je me suis remis à renager dans le lac comme dans le temps. Et j'ai acheté une espèce de bouée rouge là que j'ai trouvé sur internet et c'est pas mal du tout. En fait, tu fous tes affaires dedans, tu clipses et tu fermes. Après, tu gonfles et tu te retrouves avec une bouée que tu enroules autour de la taille, donc pour la visibilité. Éventuellement, si tu as une crampe, tu peux t'appuyer un petit peu dessus. Et puis surtout, tu fous toutes tes affaires dedans et tu les récupères avec toi quand tu arrives en fait. Donc c'est pas mal. C'est parce que du coup, tu portes tes affaires et puis t'as pas de stress de laisser des trucs au bord de l'eau quand tu t'éloignes. Et puis le fait d'être très visible, du coup maintenant, j'hésite pas à aller loin de la côte, loin du rivage. Et donc c'est plus sympa parce que j'aime bien nager plus vers le milieu, moi, que vers le bord. Mais tu nages tous les matins là ? Quasiment tous les matins, sauf quand c'est la sortie VTT avec le club, où là, je vais pas nager. Mais par contre, je nage pas longtemps, en fait. Je chronomètre 30 minutes. Donc, en gros, je descends à pied. C'est un sédentaire sportif, ça. Non, mais en fait, justement, avant, en fait, si tu veux, avant, si tu te souviens de mon entraînement, donc j'avais un truc où je faisais une matinée muscu et le lendemain une matinée cardio et j'alternais tout le temps comme ça. Et la matinée cardio, ça pouvait être de la natation ou de la course à pied ou des trucs comme ça. Et puis évidemment, quand je faisais de la natation, comme j'étais un peu fou, tu sais, je faisais très long, des fois c'était 1 heure et demie et tout ça. Et là, je me suis dit, fais-en plutôt tous les jours, mais moins. Et donc, du coup, je fais 30 minutes par jour dans le lac, plus mes 10 minutes d'échauffement, plus le fait de venir à pied puis de repartir à pied. Puis tout le bordel me prend 1h45. Et puis, du coup, je suis pas mal. Là, je suis bien. J'ai mal à peu près nulle part. J'ai pas de tendinite aux épaules ni rien. Et puis, petit à petit, j'ai mon dos qui bouge un peu. Donc, non, c'est bien ce système-là. Évidemment, je peux faire plus, mais après, je pourrais pas refaire le lendemain. Alors, je préfère faire tous les jours un peu, tu vois. C'est pas mal, 1h45 pour 30 minutes d'effort. Non, justement. Non, justement, c'est mieux parce que y a quand même un effort quand je descends à pied, puis après je remonte à pied, j'ai un petit peu de dénivelé. Et c'est ce que je me disais en fait. C'est l'avantage que j'ai chez moi, c'est que dès que je sors de chez moi, je commence à marcher, voilà, je vais dans le lac, je nage et puis je repars dans l'autre sens. Et au final, voilà, j'ai eu tout le temps où j'étais toujours en mouvement. Alors que si tu prends, et là des fois on a des trucs comme ça sur le forum, genre on en reparlera peut-être après, si tu prends déjà ta bagnole pour aller t'entraîner et que tu en as 30 minutes, en fait après tu passes 5 minutes dans les vestiaires, ensuite tu es pendant 1h15 dans la salle, mais entre les pauses, les machins, après tu prends ta douche, ensuite tu refais 30 minutes de bagnole dans l'autre sens, etc. Au final, tout le bordel, t'as peut-être pris 2 heures si c'est pas plus, mais combien de temps t'as été debout et actif dans tout le processus, tu vois? Pas tant de temps que ça au final. Et donc du coup, là l'avantage c'est que quand je pars depuis chez moi et puis que je nage ou que je fais du vélo, direct je ferme la porte de chez moi et direct je suis en mouvement. Donc ça c'est cool. Alors que si je prends le paddle, par exemple, parce que je me suis acheté un paddle, là c'est un peu chiant à porter sur le dos. Donc pour faire du paddle, il faut descendre en voiture.
Donc ça prend du temps. Après, il faut gonfler le paddle. Donc ça prend 7 minutes 30. Mais là, tu es actif pour gonfler le paddle avec une pompe de merde. Là tu es actif. Tu entraînes tes triceps. Ensuite, voilà, tu fais ton petit tour du paddle. Et après, faut dégonfler le paddle, faut le ranger, faut retourner dans la voiture, repartir chez soi, après nettoyer tout le bordel. Et ben au final, t'as passé 2 heures, mais tu vois, t'as pas eu tant de temps que ça d'effort. Et donc, et c'est ça le problème de plein d'activités, c'est qu'il y a des fois, t'as tellement de préparation, plus le fait d'aller en voiture, qu'au final, tu vois, le temps actif est limité par rapport à tout le temps que tu as investi dans le truc. Et ça, c'est un peu chiant. C'est comme quand on allait au kayak, là, quand t'es venu, tu vois, il y avait plein de bagnoles et tout, donc si tu fais qu'une séance, t'es un peu dégoûté, quoi. Ouais, enfin, dégoûté peut-être pas, mais c'est vrai que du coup, ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, puis qui en plus doivent subir du transport ou de la préparation, ou de la douche, ou du changement d'habit, je comprends que ce soit un peu chiant, quoi. Alors que, voilà, moi je sors de chez moi, puis hop, tout de suite, je suis déjà, entre guillemets, dans l'effort. Donc, c'est ça que j'aime bien, en fait, dans là où j'habite. Et dans le fait d'aller nager, c'est que, voilà, je pars à pied, je reviens à pied, je nage, et puis basta. Et donc là, tu t'entraînes tous les jours, pareil. Donc tu marches en plus, tu fais du vélo aussi tous les jours. Ouais. Enfin, le vélo, ça dépend des fois. Des fois, le vélo, je fais pas tous les jours, mais je suis revenu au rythme d'avant. Où en gros, je marche tous les soirs. Et puis, le matin, ça va être marche natation, ou alors vélo natation, ou alors que vélo. Si je suis avec le club de VTT, puis la sortie est assez longue. Donc là, je vais pas rajouter de la nage par là-dessus, quoi. Mais oui, je refais des trucs tous les jours, et effectivement, je retrouve un petit peu des sensations que j'avais pas connues depuis 10 mois. Ah, donc, le spirit est de retour. Je suis assez content. Ouais, non, le spirit, c'est un peu exagéré parce que c'est un spirit apaisé, mais voilà, genre ce matin, je nageais, puis j'ai eu envie d'aller vite à un moment donné, et hop, je suis allé vite et j'étais content. Ou voilà, un coup, j'avais le vélo, je vois une côte et hop, j'ai eu envie de monter la côte le plus vite possible. Enfin voilà, je retrouve un peu des le mec des retombe dans le envies que j'avais piège, pas eu depuis longtemps. Non, mais j'irai pas jusque là, mais voilà, dans le fait de pouvoir s'entraîner sans avoir peur de se blesser, sans avoir peur d'avoir mal après ou des trucs comme ça. Donc ça c'est bien. Je suis très content d'avoir pu reprendre tous les jours et voilà. Et c'est quoi cette histoire même la marche là. J'allais dire, cette histoire de club de VTT, c'est quoi alors? Tu t'es inscrit dans un club? Ah oui, tu sais, comme j'avais dit que j'étais devenu un sportif apaisé et que je faisais plus, voilà, que je laissais tomber la muscu, du coup, je me suis dit pourquoi pas m'inscrire à un club vers chez moi, quoi, comme on faisait dans le temps en fait. Quand on faisait une activité sportive, tu sais, tu t'es inscrit à un club et il se trouve que vers chez moi, il y a plein de clubs en tout genre et il y a un club de VTT loisirs qui fait 2 sorties par semaine. Et puis donc en gros, voilà, on sort, on a une quarantaine de gens dans le club. À chaque sortie, il y en a plus ou moins qui viennent. Et puis on va faire ce qu'on appelle des singles. Alors je connaissais pas le mot avant d'aller dans le club. En gros, tu es dans la forêt puis tu fais des passages où il y a juste un seul VTT qui peut passer. Et puis ça monte, ça descend, il y a des racines, il y a du sable, etc. Donc c'était assez rigolo. Et d'ailleurs, là où c'était très intéressant, c'est que du coup le club il donne des infos qui sont différentes de ce que tu peux trouver sur Internet parce que c'est spécifique au lieu où tu habites. Et je vais te donner un exemple. Donc moi, là où j'habite, c'est assez sableux. Et donc du coup, ils m'ont conseillé de gonfler les pneus à 1,5 bar, ce qui est très très peu. Et les pneus, effectivement, quand tu gonfles à 1,5 bar, tu as l'impression qu'ils sont dégonflés, en fait, limite que tu as crevé. Et si tu regardes sur Internet, on va te recommander, pour un type de 72 kilos comme moi, de gonfler beaucoup plus, tu vois, à peut-être au moins 2 bars. Et en fait, là, non. Là, il faut gonfler un 1,5 parce que si tu es trop gonflé, tu t'enlises assez facilement dans le sable, tu vois. Ou de la même façon, moi, quand je montais les côtes, je me mettais en danseuse et puis voilà, en levant mes fesses de la selle. Mais quand tu fais ça et que la côte est sablonneuse, tu as tendance en fait à déraper puis à t'enliser. Et donc, ce qu'il faut, c'est au contraire rester le cul sur la selle et diminuer le nombre de vitesses. Enfin bref, il y a des trucs qui étaient sûrement basiques pour des gens qui font du VTT, mais qui finalement, là, le club donne des conseils que j'avais pas vus de manière si explicite sur Internet et puis qui sont plus liés à l'endroit où j'habite, notamment cette histoire de sable, parce que c'est pas partout en France que tu as du sable, que c'est sablonneux, tu vois. Mais donc faut sous-gonfler tes pneus quand tu es sur du sablonneux. C'est ça le conseil qu'ils m'ont donné. Et comparativement aux autres, est-ce que tu es rapide? Est-ce que tu es lent? Fais-nous rêver.
Ah bah alors déjà c'est du VTT loisir, hein, donc effectivement il y en a qui en font longtemps, mais c'est pas un truc compétitif où tout le monde se chronomètre, mais effectivement je peux te parler de différence. Alors déjà c'est que la plupart des gens ont un VTT qui est bien meilleur que le mien. Bah forcément, t'as le premier prix. Ouais. Donc ils ont souvent un truc monoplateau ou biplateau à l'avant. Derrière ils ont une cassette avec 11-12 pignons. Alors que moi j'ai 3 plateaux et puis 8 pignons derrière. Et donc déjà voilà, c'est déjà pas tout à fait la même chose, la gestion des vitesses. Et puis oui, il y a plein de choses qui diffèrent sur leur VTT. Après, au niveau de l'effort physique dans les montées, ça, je suis pas trop mauvais quand je m'enlise pas. Je compense, on va dire, ma nullité avec la gestion des vitesses par un effort supplémentaire au niveau des cuisses. Après, au niveau des descentes, tu sais, que tu aies un peu de force dans les cuisses ou pas, ça change pas grand-chose. C'est plutôt toi comment tu es capable de gérer la descente. Et là, en général, je suis plutôt comme les filles. C'est-à-dire que quand la descente est trop pentue, je la descends avec mon fidèle destrier à la main et je ne descends pas le cul sur le vélo. Ah bah non, attends, t'es fou. Et en fait, moi, je suis là-bas pour m'amuser, en fait. Donc, si je risque de tomber, je prends pas le risque. Donc, petit à petit, je fais des descentes un peu plus pentues, mais je fais pas le fou. En fait, ça n'a aucun sens. Imagine si je me nique, ça n'a pas de sens, en fait. Donc là, je suis cool sur les descentes, mais sur les montées, ça va, je gère si je m'enlise pas. Et puis voilà. Après, par contre, il y a aussi un truc qui a changé, c'est que tu sais, quand je me suis mis à faire du VTT, on va dire, j'appelais ça VTT, mais c'était pas vraiment du VTT. En fait, je vois avec le club que ce qu'ils appellent VTT, c'est pas ce que je faisais. Et tu sais, j'avais parlé des histoires de braquets, tout ça. Est-ce qu'il faut rester en gros plateau, petit pignon pour continuer à muscler les cuisses et garder un semblant de cuisse malgré l'arrêt de la musculation et tout ça? Et en fait, en voyant eux comment ils faisaient, l'idée en fait c'est d'avoir le moins d'efforts possible quand tu fais du vélo. En fait, finalement c'est ça. Quand tu fais de la muscu, tu as envie d'avoir le plus d'efforts possible pour avoir le plus de cuisses possible, mais là c'est pas ça que tu veux. En fait, ce que tu veux, c'est te fatiguer le moins possible pour pouvoir faire les côtes, par exemple, les plus pentues possibles et pendant la durée la plus longue possible, en fait. Si tu te crèves et puis que du coup, au bout d'une heure de vélo, t'es mort puis que tu peux pas en refaire le lendemain, j'ai envie de dire, t'as perdu, tu vois. L'objectif, c'est de pouvoir te faire plaisir le plus souvent possible et dans des conditions les plus amusantes possibles. Et donc maintenant, c'est très rare que je passe le plus gros plateau. La plupart du temps, en fait, je suis sur le deuxième plateau et sur un pignon du milieu, en fait. Et pour avoir un effort moyen, voire le plus faible possible. Et tant pis si ça fait perdre des cuisses ou quoi que ce soit, ça j'en ai rien à foutre. Et l'avantage, c'est que ça ménage les genoux aussi. Et donc finalement, maintenant, le grand plateau, je m'en sers plus. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Je me servais que du grand plateau, tu vois. Donc ça a complètement changé. Ça te gêne pas cette fuite de l'effort? Non, parce que c'est pas la fuite de l'effort, c'est juste qu'il s'allonge. En fait, c'est que du coup, tu peux en faire plus longtemps parce que tu te ménages. C'est ça l'idée, c'est tu te ménages pour pouvoir en faire plus longtemps. C'est pas comme la muscu où ton objectif c'est la prise de muscle et donc du coup tu veux un effort le plus intense possible, le plus rapidement possible, puis avoir plein de temps pour te reposer après pour construire du muscle. Alors que là c'est pas ça. Moi ce que je veux c'est pouvoir faire du vélo tous les jours, pouvoir aller, je sais pas moi, en ville. Par exemple, je te donne un truc. Un coup on avait fait une sortie un matin, donc on avait fait je sais plus 40 kilomètres plus encore moi, faut que j'aille au point de rendez-vous. Alors, je me rajoute encore des kilomètres. Et le soir, j'avais à nouveau besoin de faire du vélo pour aller à la plage. Hop, j'ai repris le vélo, puis voilà, puis ça s'est bien passé. Alors que si tu forces trop, ton vélo, tu peux pas le reprendre après le soir ou le lendemain. Donc, c'est pas la bonne stratégie. Ouais, l'histoire. Ah, donc, en fait, j'ai changé. Ah ouais, là, t'as vraiment changé. Parce que moi, justement, je disais dans mon podcast sur Patreon que ce que j'aimais, et non, je sais plus si c'est podcast Patreon ou podcast avec Totor et Marco, qui ont un podcast maintenant des anciens des Super Physique Games. Et moi, ce que j'aime, c'est l'effort, justement. Car pour l'instant, c'est l'effort qui me motive, peu importe la discipline. Je veux être crevé, quoi. Ouais, mais je vois tout à fait ce que tu dis, mais le truc, c'est qu'après, tu peux pas le répéter. Donc, oui, c'est bien si tu fais que du sport le matin, par exemple, puis si après, t'es crevé tout le reste de la journée, c'est pas grave. Mais moi, j'ai envie de pouvoir, là, il fait beau, j'ai envie de pouvoir repartir, en fait, le soir. Tu repars, mais tu repars tranquillement à pied. Oui, enfin, bon, je vois ce que tu veux dire. Ouais. En gros, la stratégie, c'est ça, c'est se ménager pour pouvoir faire plus longtemps et plus fréquemment. Voilà, et alors, à quand les compétitions? Parce que là, tu dois avoir une licence maintenant. Tu dois être affilié à la Fédération française de cyclisme.
Non, 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 je fais aucune compétition. Et puis de toute façon, là, ça va être du VTT loisir. Donc en fait, ils n'en font pas. Mais de toute façon, laisse tomber. Jamais je ferai des compétitions de VTT parce qu'il faudrait que j'en achète un autre plus performant et tout ça. En fait, j'ai compris. À part peut-être la course à pied, en fait, les compétitions, si t'as pas le matériel, ça sert à rien. Hein, c'est pas la peine. Quoi? C'est une histoire de pas la peine. matériel, c'est une histoire d'effort. Non, non, bah si, il y a sûrement des efforts pour plein de disciplines, mais là, je vois bien que pour le vélo, il y a un monde, quoi. C'est là le président du club, si tu veux, son VTT, il peut ajuster la hauteur de sa selle, de ce que j'ai compris, depuis les poignets. Et donc, du coup, dans les descentes, il met sa selle basse, très basse, et puis quand il n'y a plus la descente, il remonte sa selle, c'est automatique en fait, depuis les poignets, tu vois. Moi, ma selle, elle bouge pas automatiquement, elle reste tout le temps Ouais, toi, elle est telle qu'elle est. serrée. Ouais, bref. Elle est serrée au tournevis. Oui, enfin, avec une espèce de clé, ouais. Donc bon, tu vois, c'est pas le même monde du tout, quoi. Et puis régulièrement, je déraille. Enfin bref, c'est le bordel. Bon, super physique, Bref. tu peux te sponsoriser un vélo si tu fais des compétitions et que tu nous représentes. Si tu nous représentes, Ouais, on te c'est ça. fera même un petit maillot, une tenue de cycliste. Donc bon, bref, mais je suis très heureux avec mon VTT natation et marche rapide dans le sable. Il y a juste le rameur là que je me tâte pour me remettre, pour avoir un autre type d'effort, un effort de type tirage. Mais je me dis, oh là là, est-ce que j'ai envie de refaire parce que quand tu fais du rameur à la maison, tu sais, t'as une flexion de genou en fait, Oui, tu bien vois ce sûr. que je veux dire? Alors je me dis. Bon, j'ai déjà les genoux qui prennent quand je fais de la brasse. J'ai déjà les genoux qui prennent un peu quand je fais du VTT. Quand je marche, il y a pas mal de descentes et de côtes, donc les genoux prennent un peu. Est-ce que j'ai envie de me rajouter une activité où je vais encore avoir de la flexion de genoux? Je sais pas. Donc pour le moment, j'ai pas repris. Je me suis dit, pense longévité. Bien sûr, bien sûr. Non, mais... Et je me suis dit, ça va pas. Ah bah c'est sûr que Et si c'est tu aussi fais pour ça que j'ai pas repris la course à pied. Ah, mais c'est sûr que si tu fais déjà du vélo un peu tous les jours ou presque, genre 5 fois par semaine, tu fais ta brasse tous les jours et tu rajoutes encore une activité longue sur les genoux, ah bah c'est sûr que ça va s'user plus vite, hein. Bien sûr, c'est tout à fait ce que je pense. Alors bon, certes, voilà, j'aurais peut-être un dos un peu plus musclé, puis des biceps un peu plus musclés, vu que là, je suis en train de tout perdre. Mais bon, si c'est Peut-être pour pour cet flinguer les hiver. genoux, ça sert à rien. Cet hiver, quand tu pourras Ouais, peut-être plus faire de VTT, quand à moins vu le temps, tout ça, peut-être que là, tu te diras, bah tiens, je suis un peu de rameur à la place. voilà, peut-être. Mais bon, rajouter l'activité là, ça m'a pas plu. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, la course à pied, ça sert à rien. Je vais me rajouter des impacts, alors que justement, maintenant, je suis vieux, puis je veux des machins low impact. Donc voilà, je fais la marche rapide. Et puis voilà mon nouveau triptyque d'activité pour le moment, mais j'en suis fort content, d'autant qu'il fait très beau. Bah, Donc, du coup, en fait, c'est un j'en triathlon profite. Xterra que tu vas nous faire. De natation en eau libre avec des vagues et tout, du VTT et de la course avec du dénivelé, en fait, où tu vas marcher. Voilà, c'est exactement ça. Triathlète C'est vrai que Xterra, le type. ça Voilà. ressemble à ça, mais encore, même pas, parce que en triathlon, personne ne fait de la brasse. Ils nagent en crawl, donc ça irait même pas. Si, mais Si tant est que je tu voulais veux m'y mettre. participer. Toi, ton but maintenant, c'est juste de finir. Ouais, voilà, ouais. Là, je serais pour L'important, c'est de participer, participer. je la dernière. Je finirais dernier avec les filles. Et encore, parce que là, les filles, oh, j'arrête pas d'en croiser qui courent et tout ça. La vache, elles envoient. Hein. Ah Pour ceux ouais. qui avaient suivi, là, ça fait 5 ans que le podcast existe. Et au fur et à mesure des années, à peu près à la période Covid, j'avais dit, oh là là, c'est bizarre maintenant, je sais plus, je vois 30% de filles qui courent, 70% de mecs. L'année d'après, j'avais dit c'est 50-50. Après, j'avais dit c'est 70-30. Et maintenant, je vois des filles qui courent avec le mec qui est à côté à vélo. Hein. Et les filles, elles courent, elles envoient. Hein. Et je vois ça de plus en plus fréquemment, en fait, des filles qui semblent très, très, très sportives. Et je vois pas. Et les mecs, quand j'en vois, ils sont aussi hyper, hyper sportifs. Donc, des fois, je vois des musclés qui font du cardio, mais il y a de moins en moins d'intermédiaires. Mais bref, effectivement, les femmes, elles envoient. Hein. Donc, c'est plus comme avant. Je crois que tu voulais aussi nous parler d'un nouveau problème, Fabrice, qui t'est arrivé. Alors, j'espère un dénouement, parce que je connais pas toute l'histoire, positif. Est-ce que déjà c'est un dénouement positif, Fabrice? Ah, bah, je vais te dire. Alors, je vais raconter. Accrochez-vous bien, parce que c'est un truc dont vous n'avez jamais entendu parler. Et donc, on en a parlé avant le podcast. Il m'a demandé est-ce que on en parle ou pas. Comme c'est un truc nouveau que, en fait, on connaît pas. La plupart d'entre vous connaissent pas, et moi je connaissais pas. Je pense que c'est intéressant. Justement, contrairement aux histoires de respiration que tout le monde connaît, là, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Fabrice, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ok, alors,
Eh bien, il y a plus d'un mois, à un moment donné, je faisais de l'ordinateur, voilà, comme d'habitude, sur l'ordinateur portable. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu un petit peu mal à la tête. Et donc, je me suis levé. Ça n'allait pas très bien. J'avais mal à la tête. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était une semaine après avoir fait une plongée à 18 mètres, en passant. Et voilà, donc je me lève et je dis à ma femme, écoute, il y a un truc qui va pas là. Je vais aller m'allonger parce que je me sens pas bien. Et donc je vais m'allonger sur le lit et puis là j'avais la tête qui tournait, comme on dit. Donc en gros c'était le sol qui, enfin ce qui était, ce que je voyais en fait tournait. Ça n'allait pas du tout. Et puis assez rapidement, je me suis mis à vomir et impossible de tenir même debout ou même assis en fait. Et je vomissais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, j'arrêtais pas de vomir. Et la seule position, entre guillemets, à peu près confortable, c'était d'être à quatre pattes, en partie appuyé sur le lit. Sinon, le simple fait de lever les yeux ou d'essayer de me mettre debout, en fait, je m'écroulais tout de suite. Bref. Et donc, ma femme appelle le médecin de garde. Le médecin de garde, il parle un peu avec moi entre deux vomissements. Finalement, il fait venir le SAMU. Il y a les gens du SAMU qui arrivent chez moi 45 minutes plus tard. Donc, j'avais le temps de couvrir la chambre de vomi. Et donc là, impossible de me faire passer sur un brancard parce que chez moi c'était pas configuré comme il fallait. Et en gros, j'ai une personne du SAMU et puis ma femme qui m'ont servi de béquille humaine pour m'emmener jusqu'au brancard du SAMU. Je suis allé dans le brancard sur le ventre et je continuais à vomir un petit peu, mais de plus en plus je vomissais du liquide parce que j'avais plus rien à vomir. Bref, et donc je vais à l'hôpital. Là, on me fait faire des tas de tests. On me demande si j'ai bu, si je suis tombé, si je me suis drogué, tout ça. Et, voilà. En fait, on me demande toutes des explications et en fait, il n'y avait rien du tout, quoi. Tout était comme d'habitude. Et en plus, j'étais devant l'ordinateur. C'est pas comme si j'avais trébuché puis qu'on m'avait fait ou que j'avais eu le coup du lapin parce que je faisais du MMA ou je sais pas quoi. La dernière plongée, c'était il y a une semaine, c'était pas il y a 2 heures. Il y avait rien qui expliquait. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai cru que je m'étais empoisonné. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quelqu'un t'a envoyé une lettre empoisonnée. Je sais pas. Je me suis dit, mais je sais pas, je me suis empoisonné avec les courgettes Biocop ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je le dis en plaisantant, mais en fait, sur le coup, je me suis dit, il y a peut-être une chance sur 10 que tu passes là, parce que ça va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Et donc, on m'a filé une intraveineuse d'un truc, tout ça. Et au bout de plusieurs heures, j'ai réussi à me redresser sur le lit et ma tête s'est arrêtée de tourner. J'ai arrêté de vomir aussi. Et puis finalement, j'ai pu me remettre debout. Mais tout le processus a pris très très longtemps. Et après, j'ai vu un médecin urgentiste, voilà, qui m'a fait quelques tests en mettant un doigt devant mes yeux, tout ça, en me faisant faire la pom-pom girl devant lui, puis en regardant si j'avais l'équilibre, etc. Et puis du coup, il a diagnostiqué un possible VPPB. Alors là, c'est l'acronyme de croix de vertige périphérique paroxysmique bénin. Bon, quelque chose comme ça, mais le terme c'est VPPB. Et en gros, c'est un problème ponctuel de perte d'équilibre. En gros, c'est ça. Et effectivement, on a la tête qui tourne. Et puis, quand on a la tête qui tourne et puis qu'on n'a plus l'équilibre, on n'a plus de force parce qu'on tient plus debout, on tient plus assis. En fait, comme tout est basé sur l'équilibre, si vous avez plus l'équilibre, en fait, à part être couché, vous pouvez plus rien faire. Et puis, ça entraîne aussi des vomissements. Bref, donc lui, il me dit ça. Et puis il me file un traitement qu'on appelle un antivertigineux, qui s'appelle du Tanganil. Et puis j'ai ça à prendre pendant 5 jours. Donc je prends le truc pendant 5 jours. Ça va à peu près mieux en fait dès le lendemain. Je pouvais même faire du vélo et tout ça. Et puis au bout du 6e jour, j'avais rendez-vous avec un médecin du sport spécialisé en plongée, justement pour qu'il me fasse un check-up avant la prochaine plongée. Et puis je lui dis en même temps ce sera l'occasion de reparler du truc que j'ai eu la fois d'avant. Bref, il me fait faire des tests, etc. Et lui il dit ah oui, probablement vous avez eu un VPPB. Je vais vous prescrire 14 jours d'antivertigineux et de la kiné, donc de la kiné vestibulaire pour remettre votre équilibre en place. Voilà, en gros, il me dit ça. Je sors de chez lui et là, je fais une nouvelle crise au bout de 20 minutes et à nouveau ma femme qui me ramène aux urgences parce qu'en fait, je m'étais remis à vomir, je tenais plus debout. Enfin bon, ça n'allait pas du tout.
Aux urgences, là, il y avait plein de monde, c'était le gros bordel, donc j'ai attendu je sais pas combien de temps dans la salle d'attente avant qu'on me fasse une injection d'un antivertigineux et tout le tralala. Et en gros, bref, j'ai dû y rentrer à 10h30, j'y suis sorti à 17h, quelque chose comme ça, et avec 14 jours de traitement antivertigineux. Et puis dès le lendemain, ça allait mieux avec le traitement. Mais néanmoins, j'étais toujours un peu nauséeux quand je faisais de l'ordi, donc j'évitais de faire de l'ordi. Voilà où j'en étais. Et le médecin urgentiste, cette fois-ci, il m'a dit un VPPB, ça colle pas trop parce que normalement, ça arrive suite à un choc violent de la tête. Là, la première fois, vous étiez devant l'ordinateur. La deuxième fois, vous étiez à l'épicerie. C'est probablement une névrite vestibulaire. Bon, ok. Alors, je regarde sur Internet, névrite vestibulaire, c'est une inflammation d'un truc dans l'oreille interne. Ça dure 10-15 jours et puis ça s'en va plus ou moins tout seul. Et donc, on soigne les symptômes en prenant un antivertigineux. Bon, ok. Et donc voilà, donc je prends l'antivertigineux et je vais voir un kiné vestibulaire aussi. Et le kiné vestibulaire, lui, il me dit c'est bizarre, ça n'a l'air ni un VPPB ni une névrite parce que je vois pas de séquelles de névrite en faisant des tests basiques. Je vous recommande d'aller voir un ORL. Bon, alors donc, je vais voir un ORL. Une patate chaude, le type, j'ai une patate chaude. Ouais. Entre-temps, j'étais aussi venu chez Rudy, j'étais en panique parce qu'il fallait que je prenne l'avion et le médecin de la plongée m'avait dit l'avion, ça va peut-être être un peu chaud. Alors du coup, je me faisais un effet nocebo, je me disais est-ce que ça va pas déclencher une crise dans l'avion, etc. Le kiné lui me disait mais non, l'avion est pressurisé, on s'en fout, ça vous pouvez prendre l'avion sans problème. Et donc, à ce stade, j'avais donc le médecin urgentiste le premier qui me disait c'est impossible VPPB. Le médecin généraliste qui me disait que c'était probablement un VPPB. Le médecin urgentiste de la deuxième crise qui me disait que c'était probablement une névrite vestibulaire. Et le kiné spécialisé en rééducation vestibulaire qui me disait c'est bizarre, ça semble être ni un VPPB ni une névrite. Mais je suis même quasiment sûr que c'est pas un VPPB. Ok, alors attends, donc je vais voir l'ORL. Donc c'était du coup 3 semaines après le premier truc. L'ORL, lui, il me pose un petit peu de questions. Il me dit ce qui est intéressant, c'est que la première fois que ça s'est déclenché, vous étiez derrière l'ordinateur. Je dis ouais, d'accord. Et alors lui il me dit alors vous avez les raides des muscles du cou. Et en gros, et donc il me teste mon oreille, mon audition et tout ça. Et lui, il me dit qu'en fait mon problème était dû à ce que j'étais trop raide du cou. Trop raide du cou. Et lui, il m'a prescrit un décontractant musculaire et il me dit arrêtez l'antivertigineux, ça sert à rien. Je me dis d'accord, ok. Donc 4e avis, c'était le même sketch que toutes les merdes que j'ai racontées dans les podcasts précédents avec mes histoires de dos. Donc j'en étais à 4 avis qui étaient relativement différents quand même. Et puis donc il me file le décontractant musculaire qui a eu au moins un mérite, c'est de me débloquer en partie le dos. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui se souviennent, suite à mon opération du dos qui date d'il y a presque 1 an maintenant, j'avais le dos qui était tout raide, malgré mes efforts pour le déraidir. Il y avait parfois du mieux, parfois ça repartait en arrière. Et en fait, son médicament, ça m'a déraidi le dos et j'ai pu faire un crunch inversé pour la première fois, en partie grâce à ce médicament. Et en fait, ce qui semble, c'était que mes douleurs au dos, en fait, c'était lié au fait que j'étais trop crispé du dos, comme si les muscles voulaient se protéger, voulaient protéger le dos, et du coup, c'était très raidi, et en réalité, ça générait des douleurs. Et donc, bref, le décontractant a eu au moins l'effet de me déraidir le dos. Mais j'étais toujours nauséeux quand je fais de l'ordinateur. En fait, là, même aujourd'hui, si je fais de l'ordinateur pendant 1h30, particulièrement si je scrolle l'écran ou si je vais très vite dans les fenêtres, j'ai un peu envie de vomir, tu vois. Merde, c'est toujours pas fini. Donc je retourne. Donc je vais voir le kiné vestibulaire, mais ça génère pas de crise. Mais il faut dire que je m'arrête. Je vais voir le kiné vestibulaire parce qu'il avait dit revenez me voir quand vous serez plus sous antivertigineux et avec votre femme qui vous emmène. Comme ça, on pourra faire des tests plus poussés. Et si on déclenche une crise, votre femme vous ramènera à la maison, vous ne pourrez pas conduire. Et donc je retourne chez lui. Donc je lui dis vous savez pas, l'ORL, il m'a dit que c'était ni un VPPB ni une névrite. Et le type il me dit est-ce qu'il vous a dit que c'était les cervicales?
Je lui dis, ah oui, comment vous le savez? Et il me dit, ah ben parce que cette ORL-là que vous êtes allé voir, il dit à tout le monde que c'est un problème de cervical. Je dis, d'accord, ok. Donc tu comprends que le type, l'ORL, en fait, il est complètement incompétent. En gros, c'est ce que tu comprends. Et donc là, avec ce kiné spécialisé en rééducation vestibulaire, en gros, il m'a mis devant les yeux un casque de réalité virtuelle. Et voilà, je devais faire des trucs, je devais me mettre sur des coussins avec mes pieds, enfin faire des choses, fermer les yeux, ouvrir les yeux. Il y avait des choses qui se passaient dans le casque, voilà, des trucs qui bougeaient, qui clignotaient et tout ça. Et à la fin de ce test de 10 minutes, il y a eu quelque chose sur son écran avec des barres. Et puis il y avait écrit, il me disait, ben voilà, votre truc vestibulaire c'est bon. Il y avait 2 autres paramètres, il m'a dit c'est bon, mais par contre il y a un truc là qui s'appelle la dépendance visuelle. Il me dit ça c'est pas bon. Je dis ah ok. Et il me dit bah, du coup on va faire une petite rééducation pour essayer de faire en sorte que vous ayez moins cette dépendance visuelle. J'expliquerai après ce que c'était. Ah. Et là donc il me remet son casque de rééducation virtuelle et j'ai un paysage, un ciel de voie lactée qui défile de gauche à droite. Donc là tout va bien. Qui se met à défiler de droite à gauche, là tout va bien. Et puis tout d'un coup, ça se met à défiler de haut en bas, puis de bas en haut. Et là, au bout de 30 secondes, je lui dis oh putain, je commence à avoir envie de vomir, là ça va pas du tout. Et il me dit c'est bon, on arrête là. Et alors en gros, cette histoire de dépendance visuelle, qu'est-ce que c'est mon cher Rudy? Eh ben, c'est que normalement, ton équilibre, eh ben, il est basé sur, si j'ai tout bien compris ce que tu vois, sur ton oreille interne et puis sur un autre truc. En gros, pour faire simple, le corps utilise différents systèmes sensoriels pour te permettre d'avoir ton équilibre. Et suite à ce que j'ai eu, aux crises que j'ai eues, donc on ne sait pas vraiment ce que c'était. Est-ce que c'était une névrite vestibulaire? Est-ce que c'était les cervicales? Ou est-ce que c'était un VPPB? Le plus probable, c'est que c'était une névrite vestibulaire. Mais bon, au final, j'ai jamais eu de diagnostic clair là-dessus. En fait, cette crise-là a fait que l'organisme, il s'est dit, oulala, l'oreille interne, c'est pas très fiable. Maintenant, je vais me baser beaucoup sur la vue et moins sur l'oreille interne. Et moralité maintenant, quand je suis devant l'ordinateur et que je scrolle et que du coup ça défile vite devant l'ordinateur, et ben comme mon système d'équilibre, il se base trop sur la vue et plus assez sur l'oreille interne, et ben il n'arrive pas à compenser le défilement de l'ordinateur par l'oreille interne. Et du coup, ça me rend nauséeux parce qu'en fait, tu vois, c'est comme si j'étais en train de perdre l'équilibre. C'est comme si tu faisais du parachute, quoi. Pas trop. Et alors, maintenant, comment on fait pour s'en sortir de cette merde-là? Donc, tu fais de la réalité virtuelle, du casque virtuel, plusieurs fois par semaine. Eh ben, en gros, ouais, c'est ça l'idée. Alors, ouais, je sais pas comment. T'es dans le métaverse, alors. Ça y est, t'es dans le métaverse. Pour le coup, c'est vraiment le même principe qu'avec la musculation ou qu'avec le syndrome fémoro-patellaire ou avec beaucoup de choses. En gros, progressive, en fait, c'est que je sois soumis au niveau des yeux à des trucs qui défilent et tout ça pour que l'organisme il repasse sur l'oreille interne. Et donc je dis, et donc en théorie, si par exemple je fais 5 minutes d'ordi où je défile l'écran beaucoup et que je commence à avoir envie de vomir, je m'arrête. Et puis petit à petit, je passe de 5 minutes à 6 minutes à 7 minutes, etc. Grosso modo, c'est ça qu'il faut faire. Il m'a dit, bah oui, c'est ça. La différence, c'est qu'avec le casque de réalité virtuelle, quand vous êtes en réalité virtuelle, c'est tellement immersif que vous avez une dépendance visuelle qui va être très puissante. Mais sinon, c'est le même principe. En gros, je dois me soumettre à un stress progressif. Et donc là, ça consiste à faire plein d'ordi, entre guillemets, de manière petit à petit, quoi. Enfin, le truc de ouf. Ouais, et alors, dans toute cette histoire, ce que je retiens, c'est que une fois de plus, les diagnostics convergent pas, quoi. Et du coup, c'est un peu flippant parce que déjà, dans tout ce que j'avais raconté avant, avec mes histoires de dos, franchement, il y a eu plein de fois où c'était le bordel entre les différents kinés, entre les différents neurologues et tout. Et là, j'ai vraiment perdu beaucoup confiance dans le corps médical. Et voilà. Maintenant, quand l'ORL il m'a dit c'est les cervicales, je l'ai regardé d'un air un petit peu amusé, mais j'ai pas dit ce que je pensais. Je dis ah d'accord, les cervicales, d'accord. Puis je suis sorti, puis j'ai dit à ma femme non mais tu vas pas le croire, c'est un sketch quoi, c'est un sketch. 60 € pour les cervicales. Bref. c'est ça. Et alors.
pour l'anecdote, à un moment donné, j'avais discuté avec un copain, on va dire un copain, qui lui avait eu aussi des problèmes de vertige. Et lui, par contre, c'était lié à de l'anxiété. Et en fait, quand il avait pris des anxiolytiques ou quand il avait fait un travail sur lui pour avoir moins d'anxiété, eh ben, ses vertiges avaient disparu. Donc, il faut croire que les choses sont pas toujours aussi simples et qu'il y a plein de causes et que parfois, on croit qu'en allant chez le médecin, il nous donne tout de suite la cause et puis on prend ça comme truc établi. Mais manifestement, ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît parce bien sûr, tu vois, c'est pas normal d'avoir autant de diagnostics différents à chaque fois. Il y a des trucs qui semblent pas si compliqués. Hein. Ah bah là, c'est quand même compliqué parce qu'effectivement, l'équilibre, c'est plein de capteurs qui vont régir ça. C'est pas un seul capteur. Donc, tu vois, il suffit que tu en aies un déréglé, un autre qui est en surchauffe, entre guillemets, mais ça aurait pu être un autre. C'est quand même pas si simple. Après, c'est comme tout. Là, toi, tu découvres un peu le système médical, mais moi qui suis un habitué, déjà par moi-même pendant des années et par mes élèves qui me font des retours sans arrêt des problèmes qu'ils ont, en fait, tu te rends bien compte que quand tout va bien, mais quand tu as une merde, entre guillemets, c'est vraiment la merde, quoi. Vraiment, c'est, tu testes une hypothèse, c'est comme le syndrome fémoro-patellaire, tu dis, ah tiens, c'est le quadriceps. Tu fais du quad, ah c'est pas le quad. Tu testes l'ischio, ah c'est pas ça. Ah c'est peut-être les hanches. Ah merde, c'est pas les hanches. Ok, bon, c'est peut-être les fessiers. Ah c'est pas ça, c'est pas le premier fessier. Ah c'est peut-être la cheville. En fait, tu testes sans arrêt des trucs jusqu'à temps de trouver peut-être le truc qui va te sauver. Et au final, qu'est-ce qui te sauve? Souvent, c'est le temps, quoi. Ouais, c'est le temps, puis de remettre progressivement de la contrainte. Mais bon, bref. Donc voilà pour l'histoire. Alors après, c'est vrai que quand j'ai fait cette première crise, franchement, c'était horrible. C'est un des pires trucs de ma vie qui m'est arrivé parce que j'avais plus de force du tout. Et du coup, tu vois, je me disais, mais merde, on m'a empoisonné, c'est pas possible que j'ai plus de force comme ça. Mais en fait, c'était le fait de plus avoir d'équilibre faisait que j'avais plus de force. C'est ça qui était bizarre. J'arrivais même plus à lever le bras sur le brancard, tellement j'étais KO. Un truc de ouf. Mais bon, voilà, là, petit à petit, c'est redevenu normal, on va dire, hormis que je limite mon temps d'écran ou j'évite de trop scroller. Mais en même temps, faut que je m'apprenne à scroller pour que l'oreille interne refasse à nouveau son boulot. Voilà, tu fais pas assez de smartphone, c'est pour ça, tu fais du smartphone. Ouais, c'est ça. Faut que je scrolle plus. Non, puis en gros, ce qu'on comprend après à un moment donné, c'est en fait, je commence à reprendre un petit peu confiance en moi, en mes propres méthodes, on va dire. Là, ce que je comprends, j'ai un problème d'équilibre. L'idée, c'est qu'il faut que je travaille l'équilibre. Donc, j'imagine qu'il faut que je fasse des trucs, genre je me mets sur une jambe, je ferme les yeux, je bouge un peu. Enfin, tout ce qui va être susceptible de mettre en œuvre l'équilibre va corriger le problème petit à petit. En gros, c'est aussi bête que ça. Donc voilà. Et c'est ce que je vais faire. Voilà, petit à petit, je vais faire des petits trucs d'équilibre tout simples. Et puis, je pense que ça va revenir comme c'était avant. Et voilà. L'histoire. Quelle histoire. Ouais. J'espère que c'est la fin de l'histoire quand même. Hein. Ouais, là, ça va mieux. Puis à la limite, bon, ne pas scroller sur l'ordi, c'est pas non plus, tu vois, ça va, c'est pas dramatique comme truc. J'évite d'aller trop vite en scrollant. Enfin bon, tu vois le truc. Si je commence à avoir un peu de la nausée, je me lève. Enfin bon, ça va mieux qu'il y a quelques semaines où au bout de 10 minutes, j'avais déjà la nausée. Donc bon, ça pourrait être pire que ça. Mais voilà l'histoire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'ORL, là, qui est censé être l'expert de tout ce que j'ai vu, il était complètement nul, hein, le type. Pour dire c'est les cervicales à tout le monde, ça fait peur, quoi, tu vois. Bref, voilà, c'était pour l'histoire. Quelle histoire. Alors, je vais enchaîner, parce que j'ai pratiquement pas parlé pour l'instant du podcast. C'est normal, c'est mon podcast maintenant. Ah ouais, j'ai bien compris, c'est de Fabrice Show. En fait, ce qui est drôle, c'est que dans ces podcasts super physiques, moi, en fait, comme je suis habitué à poser des questions et à mettre les gens un peu en valeur, on va dire, mais en fait, je pose des questions et je laisse les gens parler. Donc, quand c'est avec toi, c'est toi qui parle. Quand c'est avec Clément, je fais parler Clément. Alors, on a un peu plus d'échanges. Et quand c'est June, j'essaie de la faire parler sur son expérience aussi. Et en fait, moi, jamais je m'exprime, quoi. Et tu t'exprimes dans les je sais pas combien d'autres podcasts que t'animes. Non, parce que dans l'autre, j'interviewe aussi. Et en ce moment, il y a que le Patreon, le podcast des Patreons, qui te parle de trucs plutôt intéressants, je pense. Mais bref, il y a deux choses sur lesquelles que je voulais partager avec vous. Pour ceux notamment qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai mis à jour 2 formations qui sont sur mon site. Donc la formation Super Dos et Super Épaule. Avec, on a mis en place tout un nouveau système de formation. Et donc tous ceux qui avaient déjà les formations Super Dos et Super Épaule ont accès à la version V2, à savoir celle qui est disponible dans la formation Super Physique Globale, où il y a toutes les formations. Donc ça, c'est sur méthodesp.com. On t'entend respirer, Fabrice. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des respirations ou quoi? Ah merde, ah non, je joue dans l'eau.
Attends, je sors de l'eau. Le mec. En fait, t'entends mes ploufs. Oui, j'entends tes flous. Donc voilà. Donc ceux qui avaient déjà ces formations, on l'a mise à jour directement sur leur compte sur mon site rudicoya.com. Donc c'est offert, normal quoi. Et ceux qui s'intéressent, voilà, ils savent où ça se trouve, c'est sur mon site. Mais bref, comme j'en avais parlé que sur Instagram, j'en ai pas parlé ailleurs. Comme vous n'êtes pas tous sur Instagram, au moins vous savez que vous avez des nouvelles vidéos à voir, des mises à jour et tout. Et vous verrez, c'est beaucoup plus complet que ce que j'avais proposé à l'époque. On t'entend respirer. Moi, je suis pas sur Insta. On t'entend faire. Le mec, on entend souffler. Alors, aussi, je voulais réagir à un truc qui m'a fait sourire. Maintenant que je suis loin de tout ça, ça me gêne un peu moins. J'ai reçu en fait un mauvais commentaire sur Amazon, sur mon livre Le guide de la musculation naturelle. Donc, il y a quand même 403 commentaires et l'un de 4,6 étoiles sur 5, donc qui est plutôt bien noté. Putain, le type va encore voir ses commentaires. Non, mais bien sûr, je regarde. Évidemment, je regarde. Et donc le livre est quand même best-seller, ça il faut le préciser, il a été vendu à plus de 10 000 exemplaires, il continue à se vendre un petit peu, entre 1000 2000 exemplaires, donc je l'avais déjà expliqué, mais c'est pas avec ça qu'on devient riche, je touche 2 € brut par livre, donc c'est pas la folie. Et donc il y a Léa Vignan, donc qui met que c'est un livre surcoté, j'ai acheté ce livre, blabla, j'ai posé des questions à l'auteur sur le forum, il m'a pas répondu, il faut payer pour avoir des réponses, je comprends pas, blablabla. Donc c'est un long message, je le résume. Quand j'ai posé des questions, il m'a renvoyé vers des articles à lire, il m'a pas répondu directement. Au final, achetez pas le livre. En fait, finalement, ça sert à rien les livres. Faut prendre un coach. Et donc, forcément, je sais quand est apparu le commentaire et je sais les questions que j'ai reçues sur le forum. Donc, je vais lire les questions et je vais dire ce que j'ai répondu parce que c'est toujours assez intéressant de voir que moi derrière, j'ai aucun intérêt, entre guillemets, à pas répondre à la personne du mieux que je peux, à l'aider du mieux que je peux. Mais la plupart du temps, comme j'ai déjà expliqué, j'ai pas une réponse franche, entre guillemets, une réponse universelle à donner à une personne parce que ça va dépendre de son niveau, de ses antécédents, de comment elle est faite, de sa mobilité, de ses contraintes, de sa génétique. Bref, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et ça, je peux pas le faire effectivement si je coache pas la personne et que je coache pas la personne pendant des mois et des mois et des mois. Parce que même au début, en fait, à moins d'avoir la personne en face à face qui vient à Annecy, que je fais en coaching premium, que j'analyse, que je manipule, voilà, où je gagne vraiment beaucoup de temps, il me faut des mois et des mois avant de vraiment avoir des réponses, entre guillemets, des réponses en plus qui sont bonnes que sur le moment, qui vont être amenées à évoluer. Donc, je vais citer le premier message de la personne. Son pseudo, c'est Luco sur le forum. Bonjour, j'ai acheté ton livre depuis peu et je me pose quand même beaucoup de questions. Je trouve qu'il y a des incohérences. Une des incohérences qui me dérange le plus est tu nous conseilles 45 minutes d'échauffement, de faire des pré-séries en chargeant progressivement afin d'optimiser les performances, ainsi que d'avoir des temps de repos de 3 à 5 minutes. Alors que dans les programmes, tu mets moins. Le tout en moins de 2 heures d'entraînement, ce qui est impossible. Donc, est-ce que moi qui ai mal compris, ou alors as-tu une solution miracle qui est peut-être dans ton livre, mais que je n'ai pas encore fini? Donc, déjà, la dernière phrase me fait sourire, tu l'as pas fini. Ensuite, dans le livre, pour ceux qui l'ont, et je pense pas être de mauvaise foi, en fait, tout est expliqué en fonction de son niveau. Il y a différents programmes, l'évolution de son niveau, il y a l'explication des temps de récupération qui augmentent au fur et à mesure qu'on va progresser pour pouvoir mettre de plus en plus lourd, pour pouvoir faire de plus en plus de reps, en rapport avec le podcast sur les 3 facteurs d'hypertrophie qu'on avait fait. Et sur l'échauffement, j'explique très simplement, comme c'est des articles qu'il y a sur Superphysique ou sur rudicoya.com sur l'échauffement, que voilà, il y a des parties qui sont non compréhensibles, mais qu'il n'y a pas besoin normalement de faire 45 minutes. Ça, c'est vraiment si vous avez un très très gros niveau. En gros, plus on a un gros niveau, plus ça va prendre de temps de s'entraîner, ce qui est normal. Et donc, je réponds à la personne, très simplement, 45 minutes, ça fait peut-être beaucoup, mais ça dure facilement, si tu veux faire la chose correctement, 15 à 20 minutes. Pour la récupération entre les séries, je le renvoie vers un article qui est plus développé effectivement que ce qu'il y a dans le livre, parce que le livre est voulu être un condensé un peu plus direct. Un article sur le site qui est très long, qui fait 3-4 000 mots, donc voilà. Et je lui dis, en clair, c'est adapté à ton niveau. Et comme je viens de vous le dire, plus ton niveau est avancé, plus l'entraînement prend du temps pour progresser, prend du temps. La personne, voilà. Je lui réponds, donc pas de réponse à ça. Deuxième question. Désolé de te déranger, j'ai une deuxième question, mais j'en ai plein. Dans le chapitre sur la programmation des entraînements, tu parles de faire un split pour les pratiquants confirmés, en travaillant chaque muscle, chaque jour un muscle différent. Paradoxalement, on t'entend dans l'eau, Fabrice, j'ai toujours entendu dire. Merde. Par des sportifs. Je peux rien faire. Alors, j'ai toujours entendu dire par des sportifs confirmés qu'il fallait travailler chaque muscle au moins 2 fois par semaine pour avoir une évolution, avec quelques jours d'intervalle pour qu'ils aient le temps de récupérer, bien sûr. De plus, en faisant un split, il n'y a pas assez de jours dans la semaine pour travailler tous les muscles du corps. Alors, je ne sais pas encore une fois si c'est vraiment mon bouquin qu'elle a lu, mais il n'y a aucun programme dans le bouquin où on travaille un seul groupe musculaire par jour. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose que je vais conseiller à la majorité des pratiquants,
même c'est vraiment pour une minorité. Je conseille toujours de faire au moins 2 muscles pour la majorité. Et sur cette histoire de fréquence, c'est pas compliqué, c'est expliqué dans le bouquin de manière très simple. C'est une question d'intensité, de volume, de fréquence, et on peut pas faire les 3 à la fois. Si on met beaucoup d'intensité, donc on met beaucoup de poids, on fait du volume, qui est pour moi un facteur important, c'est-à-dire le nombre de séries, le nombre de répétitions qu'on fait dans la séance, on peut pas en faire souvent, et mieux vaut en faire moins en termes de fréquence que plus, mieux vaut laisser faire le temps et voir la progression sur le moyen et long terme. Donc je réponds à cette personne, la fréquence de sollicitation de chaque muscle dépend de ton niveau, de l'intensité, du volume, de ce que tu fais à côté, de tes capacités de récupération. Le problème du net, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire n'importe quoi. Lis cet article sur la fréquence. Donc, il y a un gros article sur mon site qui fait ce coup-ci 5000 mots. Fréquence vs volume en musculation. Non, mais je précise parce que c'est des articles qui sont énormes. Hein. C'est vraiment cela. Voilà. Donc, moi, mes réponses me semblent sympathiques. J'essaye d'aider. Je donne des précisions. Voilà. Troisième question. Comment cela se fait-il que dans les programmes que tu proposes, il y ait de nombreux muscles ou parties de muscles qui ne sont pas travaillés? Par exemple, l'arrière d'épaule, les adducteurs, les avant-bras. Alors là, je tombe des nues parce que je crois que dans aucun programme, je ne mets pas d'exercice pour l'arrière d'épaule. Je ne mets pas de l'oiseau. Donc, je mets toujours de l'oiseau. C'est le premier exercice que je mets pour les épaules. Les avant-bras, il y a souvent du curl marteau pour travailler le long supinateur. C'est souvent le deuxième exercice que je mets pour les biceps. Donc, bref, nouvelle réponse. Je lui demande dans quel programme j'ai mis ça. Dans quel programme? Après, c'est toujours une question de choix, aussi sachant qu'on ne peut pas tout faire à fond. Qui travaille, par exemple, le jambier antérieur ou le sous-scapulaire? L'arrière d'épaule dans les programmes, en exemple, je mets souvent une variante de l'oiseau. Pour les adducteurs, j'estime d'expérience qui sont assez sollicités par l'exercice polyarticulaire pour les cuisses. Quant aux avant-bras, je mets souvent, comme je le disais, un exercice de curl en prise marteau pour le long supinateur. Mais effectivement, ce sont des choix pour se concentrer sur le plus gros. Après, encore une fois, ce ne sont que des exemples de programmes à adapter à sa morphoanatomie, sa capacité de mouvement, ses objectifs, etc. Suite à ça, j'ai plus une nouvelle de Luco, sauf ce commentaire sur Amazon, 2 étoiles sur 5. Donc, je compte sur vous pour, évidemment, aller mettre un petit 5 étoiles parce que ça m'ennuie quand je descends de voir ce premier commentaire 2 étoiles. Il m'ennuie. ça m'ennuie. Mais c'est assez intéressant, en fait, de constater qu'il y a vraiment des gens qui sont cons comme leurs pieds. Il y a vraiment des abrutis. Non, mais attends, à qui tu prends du temps de répondre, tu donnes des articles à lire, où tu as passé du temps. Voilà, où tu as passé du temps à les lire. Et je disais les nombres de mots parce que ceux qui écrivent l'article se rendent bien compte, 3000 et 5000 mots. 5000 mots, c'est 14-15 pages Word. C'est un truc costaud, quoi. C'est un truc que tu mets des jours et des jours et des jours à faire. Donc, je donne des précisions, voilà. Mais effectivement, j'ai pas de réponse universelle parce que j'en ai pas. Et si j'en avais une, je serais milliardaire. En fait, ce serait pas compliqué. En fait, on essaye sur Superphysique et dans les articles ou même dans le livre d'expliquer l'évolution à suivre sur l'entraînement selon nous pour progresser de manière naturelle, mais ça veut pas dire que c'est forcément ce qui va se passer, que ça va se faire comme ci, comme ça. Il y aura sans doute des différences, mais j'ai été assez déçu de ce commentaire, sachant que j'ai pris du temps pour répondre à la personne, et je pense assez bien, et que j'ai eu ce commentaire de merde. Regarde, sans être un expert, j'ai relevé de nombreuses incohérences dans ce livre, ce qui induirait à penser que l'auteur ne sait pas vraiment de quoi il parle. Et que quand je l'ai confronté sur ces sujets via son forum, il m'a répondu vaguement et renvoyé vers des liens qui, comme le reste, survolaient le sujet sans rien expliquer. Ah bah d'accord. Donc voilà. Donc je voulais en parler parce que ça va que voilà, je suis plus trop dedans, tout ça, et j'en parle avec le sourire. Ça me fait sourire parce que ça change absolument rien à ma vie. Mais c'est quand même navrant de constater que parfois on prend du temps pour des gens, on essaie de faire au mieux, et derrière en fait ils vous mettent un taquet. Alors que vous n'avez pas l'impression d'avoir mérité quoi que ce soit, mais tout ça pour dire que des cons et des abrutis, il y en aura toujours. Heureusement, c'est pas la majorité, et ça fait plaisir parce que je vois heureusement beaucoup de 5 étoiles et beaucoup de commentaires sympathiques sur le livre ou sur les forums ou par rapport au travail qu'on peut faire avec la boutique Superphysique, l'application la V3 qui devrait normalement bientôt sortir. Voilà Fabrice, ce que je voulais dire là-dessus. Est-ce que tu veux réagir et dire que Luco bidule est une merde? Je n'irai pas jusque-là, mais en fait, ce que tu dis, je l'ai un peu vécu, je l'ai un peu constaté dans une moindre mesure quand des fois je peux avoir, je sais pas moi, des échanges mails ou des échanges sur le forum avec des gens, que ce soit à propos de mon livre ou sur d'autres sujets. En fait, j'ai constaté que nous, on était assez accessible, tu vois. Effectivement, comme il dit, j'ai pu le constater. J'ai pu discuter avec l'auteur sur le forum. Mais déjà, tu vois, c'est pas tout le monde en fait. Tu lis plein de livres, tu n'as pas accès à tous les auteurs des livres que tu lis sur les forums, tu vois. C'est déjà rare en fait ça de pouvoir discuter aussi facilement avec l'auteur de quelque chose. T'es d'accord avec ça? Bien sûr, bien sûr.
Tout à fait, c'est rare. Et donc, on pourrait penser que du coup, la personne qui nous contacte, elle a conscience quand même que c'est déjà sympa de notre part de répondre. Et puis, c'est pas parce qu'elle a acheté un livre ou un e-book ou quelque chose comme ça que ça nous oblige à ce moment-là de répondre, en fait. Donc, c'est déjà, on rend un petit service en réalité en répondant, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Et ce que j'ai constaté, c'est que les gens étaient souvent déçus, entre guillemets, des réponses qu'on donne, parce qu'en fait, ils s'attendaient à une réponse qui soit plus longue ou plus personnalisée ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce que me suis rendu compte, c'est que c'était pas très payant, entre guillemets, de répondre. C'était comme si la personne, je sais pas, par exemple, elle va acheter mon livre, mon e-book à 9,90 €, elle m'envoie un mail. J'ai la gentillesse de répondre à un petit truc, aussi parce qu'en général, je réponds aux mails qu'on m'envoie. Mais évidemment, je vais pas me lancer dans un gros roman ou quelque chose comme ça. Et ben parfois, la personne, elle se sent vexée parce qu'en fait, j'ai pas répondu à la hauteur de ses attentes. Et du coup, bah, tu te dis, est-ce que finalement, fallait vraiment répondre ou est-ce qu'il fallait pas faire le mort? Parce qu'au final, j'aurais fait le mort, elle aurait pas été vexée, et puis moi, voilà. Et ouais, j'ai constaté ça, que finalement, c'était pas très rentable, entre guillemets, de faire une réponse lacunaire, parce que les gens s'attendaient à une réponse plus grande, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils s'attendent à pas de réponse du tout, parce que c'est déjà bien qu'on laisse l'email, qu'on soit accessible sur le forum, etc. Mais bon. Du coup, ça m'étonne pas trop, en fait, qu'il se soit passé. J'ai souvent vu ça. Rends compte, attends, je passe des articles, justement, que j'ai écrits exprès pour préciser des choses, des articles gratuits, et on me dit, c'est pas assez. Ah, c'est pas assez, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux pas non plus que je te fasse un coaching premium gratos? Tu veux pas que je te fasse tout gratos? Je fais tout, je t'analyse, je te dis, viens, t'inquiète, on va prendre 5 heures ensemble. Pour, encore une fois, un livre que tu as acheté, et sur lequel, encore une fois, on va parler franchement, je gagne 2 € brut, quoi. Donc en fait, moi, tu as acheté le livre et je l'ai fait de la meilleure des façons avec les contraintes de l'éditeur. Voilà, j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais, voilà. Mais derrière, en fait, moi, pour 2 €, j'espère que le livre aide, c'est quand même le but. Mais sinon, en fait, derrière, pour 2 balles, 2 balles, je sais pas, franchement, je peux rien faire, quoi. En fait, réserve-moi une consultation, quoi. Je sais pas. Non, mais c'est vraiment. C'est un drôle de monde des fois, mais heureusement, comme je dis, c'est des exceptions et c'est pas la majorité des gens, vous qui nous écoutez. Ou voilà, c'est vraiment il y a toujours une exception pour nous emmerder, quoi. Voilà. Alors. Ok. Est-ce que tu as autre chose sur les forums? Ouais. Il y a un truc que j'avais dit que je répondrais, c'est à Bourdu. Tu vas voir, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. C'est un cas classique. C'est pour ça que je l'ai sélectionné aussi. Donc, Bourdu. Je me permets de vous demander votre avis, car je pense que vous êtes bien placé pour me donner des conseils. Je fais 1m83 et 71 kg. Actuellement, en maintenance, après quelques prises de masse sèche qui n'ont jamais été jusqu'au bout, car le gras sur le ventre et le fait que je sois mince ne m'aident pas à me décider. Ma diète a été revue récemment avec un nutritionniste du sport et il m'a confirmé qu'il ne peut pas m'apporter plus côté diète, car elle est très bien, mais qu'il souhaiterait que je fasse plus de cardio en fin de séance. Tapis, vélo, rameur, etc. La mesure du taux de gras donne 20% sur le ventre et 15% sur le reste. Donc d'après lui, si on fait une moyenne, ça donne 17,5% sur l'ensemble. Mon tour de taille est de 84 cm. Donc je répète, il fait 1m83, 71 kg. Il est en diète de maintenance. Il fait 84 cm de tour de taille pour 71 kg. Un fait important. Je m'entraîne. Excusez-moi. Je m'entraîne à la salle avec des programmes aussi vus et revus par des coachs et je mets assez d'intensité. Je suis pas nouveau en muscu, je pratique depuis des années, donc j'ai pu lire, échanger avec des gens sur le forum, etc. Bref, j'ai besoin de votre avis, vu les mesures de pourcentage de gras, de poids. Dois-je fermer les yeux sur mon ventre et faire une prise de masse? Ou je reste sur ce que le nutritionniste m'a dit, c'est-à-dire maintenance avec du cardio, en espérant avoir des changements, même si très peu visibles pour le moment. Donc précision, pour Bourdieu, j'ai demandé, il a 33 ans, ça fait 5 ans qu'il fait de la musculation avec quelques coupures. Quand je lui ai demandé son niveau, il m'a dit intermédiaire plus. Mais quand je lui ai demandé ses performances, alors il fait du développé couché avec haltère à 24 kg par bras, il fait des tractions au poids du corps et il fait du soulevé de terre à 65 kg. Je n'ai jamais été gros. J'ai été un peu rond quand j'étais petit, mais jamais en surpoids. J'ai toujours eu un peu de ventre et que j'ai toujours traîné avec moi et qui résiste à tout. Et enfin, il conclut par moi, je lui dis voilà, faut rester stable. Et il me dit avant qu'on réponde, c'est vraiment frustrant car cela fait 3-4 mois que je fais ça, que je suis stable et je n'évolue pas vraiment physiquement, alors que les performances montent un peu, même si ça stagne sur certains exercices. Pensez-vous que ce soit possible de ne jamais perdre cette bouée? En 5 ans, c'est quand même étonnant de la garder, malgré le sport, une bonne alimentation, pas d'alcool, pas de resto, alors que d'autres vont perdre le ventre en quelques mois, juste en diminuant un peu la balance calorique et en arrêtant les aliments transformés. Donc je répète, 33 ans,
des performances, 24 kg développé couché haltère, soulevé de terre à 65 kg, quelques tractions au poids du corps, 84 cm de tour de taille pour 71 kg, 5 ans d'entraînement. Est-ce qu'il peut perdre son ventre ou pas, Fabrice? Qu'en est-il à ton avis? Ouais, il y a plein de choses à dire. En plus, il y a eu un autre témoignage sur le forum où il y avait un autre type pareil qui arrivait pas à perdre du poids et tout ça. Je pense qu'à chaque fois, c'est le même style. En fait, c'est un style qu'on a déjà eu des tas de fois puis qu'on a traité plein de fois en podcast. En gros, souvent, les problèmes comme ça, c'est des gens qui sont complètement sédentaires. Ils font simplement pas assez d'activité. Et c'est un problème avec la musculation parce que les gens pensent qu'avec la musculation, ils vont se transformer complètement. Mais la musculation, voilà, ça va aider à prendre du muscle quand c'est pas trop mal fait. Mais c'est vrai que pour sécher, franchement, la muscu, si t'es sédentaire, ça c'est pas utile, quoi. Ça marche pas. En fait, faut être réaliste, ça ne marche pas. Si t'es toujours assis toute la journée dans ta voiture, derrière ton ordi, etc., et que tu fais juste de la muscu en plus, bah oui, tu vas prendre un petit peu de muscle, mais pour perdre du poids, en fait, c'est difficile. Et donc, soit tu t'affames, mais après, quand tu t'affames, bah, tu progresses plus du tout à la salle de muscu, et donc ça va pas. Et en fait, la solution, elle a été donnée par son nutritionniste. Là, il faut qu'il fasse du cardio, mais pas que après la séance, en fait. Il faut qu'il transforme sa vie pour bouger plus. Donc, qui marche tous les jours, voilà, qui s'active plus. Et là, avec un peu de chance, effectivement, il va finir par perdre son gras, quoi. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que les gens bougent pas assez et ils pensent que seule la muscu va les transformer, et ça va pas. Et c'est pour ça que en off, mais je crois que je l'avais aussi déjà dit en podcast, j'avais dit à Rudy que souvent il y a des gens comme ça sédentaires qui se mettent à la muscu, mais en fait, c'est pas la bonne activité pour eux. Spécialement à la trentaine ou à la quarantaine. En fait, plutôt que d'aller passer 3 fois 1h30 à la salle de muscu, s'ils allaient à la piscine 3 fois par semaine et puis que tous les autres soirs, ils allaient marcher 1h30, eh ben, ils auraient peut-être plus de chances de se transformer en ce sens qu'ils perdraient leur bouée graisseuse et tout ça, parce que ça leur permettrait de brûler plus de calories, d'activer leur métabolisme, voilà, de se retrouver dans une dynamique de je bouge. Alors que la muscu, désolé, mais t'es pas vraiment dans une dynamique de je bouge, quoi, quand tu fais du développé couché, de l'incliné, de la poulie horizontale assis. Ça, pour les gens qui sont trop sédentaires, en fait, faire que de la muscu, ça marche pas. Et du coup, bah après, même s'ils ont une bonne diète, entre guillemets, parce qu'il faut toujours vérifier ce qu'on appelle bonne diète, avec le bon taux de calories par rapport aux dépenses, et puis éventuellement même un bon entraînement de muscu, ben effectivement le physique ça suit pas trop, parce que prendre du muscle c'est très long, et puis bah la graisse elle reste, et donc du coup ils n'ont pas l'impression de vivre une transformation physique, et ce que je comprends, parce que ils n'en vivent pas vraiment une. Et puis voilà, après le type il dit que ça fait 5 ans qu'il s'entraîne et puis qu'il est intermédiaire plus, mais effectivement les perfs que tu donnes, le 24 au développé couché avec haltère, on pourrait se dire bon, c'est honnête. Le problème c'est que le développé couché avec haltère, Titi il connaît, hein, c'est du partiel souvent, donc c'est une perf qui est difficile à évaluer. Par contre, le 65 kg au soulevé de terre, ça, on sait évaluer. Et 65 kg soulevé de terre, exercice qu'on déconseille par ailleurs, c'est très très peu. Et faire des tractions à la barre fixe, bon, alors je sais pas s'il fait des tractions jusqu'au sternum ou quoi, mais faire quelques reps ou même voilà, une traction au poids de corps, c'est pas non plus beaucoup, quoi. Donc il a pas du tout un niveau intermédiaire plus, il a un niveau débutant intermédiaire, on va dire. Donc au bout de 5 ans, c'est probablement qu'il y a quelque chose qui va pas non plus. Donc bref, je dirais que c'est un cas habituel, et que voilà, des fois je me demande si la musculation c'est la meilleure activité pour les gens qui sont comme ça, quoi, avec du gras résiduel sur le ventre qui part pas parce que bah ils sont trop sédentaires en réalité. C'est ça mon avis. Bah ouais, non mais attends, je réponds à un truc. Ah, le mec il fait des choses en même temps. Attention, Bah moi je vais dans le lac, hein, sinon. Hein. Putain, oui, on m'écrit en même temps parce que j'ai pas encore mangé, forcément, vu que c'est le podcast hyper tard. Bref, donc, ce que je veux rajouter, c'est qu'effectivement, en 5 ans d'entraînement, même s'il a l'impression de mettre assez d'intensité, de bien s'entraîner, tout ça, les perfs qu'il annonce, ce sont des perfs de quelqu'un qui s'entraîne depuis 6-8 mois, voire 1 an. Voilà, quelqu'un qui est pas très doué. Si je le coach, en 65 kg soulevé de terre, en moins d'1 an, même s'il part de barre à vide, il y est. Du coucher haltère à 24. Allez, voilà, c'est le truc un peu plus important. Des tractions au poids du corps, bah, c'est pas mal, mais c'est pas un niveau intermédiaire en entraînement. Et pour 5 ans d'entraînement, c'est très faible. Surtout quand on peut lire à droite et à gauche des conneries du style, en 3 ans, t'atteins 80% de ton potentiel musculaire. Bah non, là,
on voit bien que déjà l'entraînement, c'est presque sûr que ça va pas du tout. Quand il dit que les perfs augmentent, les perfs, elles augmentent pas parce que là, c'est un niveau que tu devrais avoir en 6, 8, allez, 12 mois maximum. Ensuite, il y a le fait qu'il a commencé il y a 5 ans. Donc, il a commencé à 28 ans, en étant un vrai skinny fat, ça veut dire, en ayant vraiment une belle bouée, en étant maigre. C'est vraiment la tendance aujourd'hui quand on n'a pas fait d'activité physique, quand on est jeune, qu'on n'a pas d'antécédents sportifs, tout ça. On démarre en fait une activité avec un potentiel qui est très faible, un potentiel très faible de développement. Et évidemment, ça demande énormément d'efforts sur le moyen et long terme pour progresser. D'autant plus quand derrière, il l'a dit, il a fait des erreurs qu'on déconseille tout le temps, que j'ai bien expliqué dans mes bouquins, le guide de la prise de masse naturelle ou le guide de la sèche naturelle. Dans mon guide de la prise de masse naturelle, il y a une partie sur qui doit faire une prise de masse. Et quand tu démarres à 28 ans, tu es déjà un peu gras, peu importe, il n'y aura jamais de prise de masse en fait. C'est fini, il n'y aura jamais de prise de masse. Tu dois t'entraîner à maintenant, c'est progresser à l'entraînement. Et progressivement, avec les années, tu vas te transformer, mais tu feras jamais, comme j'avais déjà expliqué avec je sais plus qui, là, il fait 1m81, je crois, ou 1m83, qu'est-ce qu'il dit? Je reprends son message. 1m83, en fait, il fera jamais 83 kilos propres, assez sec. En fait, lui, ça trouve son potentiel, ça va être 1m83, 74, 75 kilos, en étant bien, et ce sera déjà un super niveau. On s'en rend pas compte, voilà, parce que beaucoup de gens prennent du gras pour du muscle et donc sont lourds, ils se disent non mais c'est du muscle. Quand tu vas sécher, tu vas voir que c'est pas que du muscle. Mais en fait, non mais c'est la vérité, hein, j'en vois plein, donc à force de coacher, je vois bien l'histoire. Mais en fait, s'il arrive à 1m83, 74 kilos, avec 5 ans d'entraînement vraiment sérieux, sans faire des alternances de prise de masse où tu prends du gras, de sèche où t'as pas de force et où tu niques tous tes progrès, voilà, et t'es à maintenance, et donc t'évites tous ces trucs de création de cellules graisseuses, de remplissage, des trucs qui jouent vraiment contre toi, donc je vais pas rentrer dans les détails. J'en ai déjà souvent parlé. Mais ouais, en fait, il a fait plein d'erreurs, en fait, depuis le début. Et comme Fabrice l'a dit, le ventre, il peut le perdre, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est pas la priorité. Aujourd'hui, la priorité, c'est déjà de s'entraîner correctement, c'est de faire plus d'activités, de bouger, de progresser à l'entraînement pour de vrai. Là, je sais pas, on est au mois de... je vais donner des exemples d'objectifs. Moi, j'aime bien mettre des objectifs un peu chiffrés. Mais là, il fait 24 kilos en série au développé couché haltère. Dans un an, faut qu'il fasse ça à 30 ou 32 kilos par bras. Le soulevé de terre, s'il veut continuer à en faire, faut que l'année prochaine, il en fasse à 100, 110 en série. Les tractions, faut qu'il fasse des séries de 10 à 15 kilos de lest. Voilà, c'est ça qu'il faut faire dans un an. Mais c'est sûr que si l'année prochaine, tu fais une traction de plus ou 2 tractions de plus, ça vaut 0. Si tu fais du coucher haltère, tu mets un an pour passer de 24 à 26, ça vaut 0. La transformation physique, elle va pas exister. Il n'y a rien de rien qui va se passer. Et pareil, il faut pas hésiter non plus, c'est un truc que Fabrice n'a pas dit, mais à faire les abdos. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, j'ai du gras sur le ventre. Je dis, mais tu fais les abdos? Ouais, je fais un exo de temps en temps. Non, mais attends, les abdos, on en a déjà parlé. Il y a des articles pareils à lire, des articles gratuits pour lesquels j'ai pris du temps, où j'ai tout expliqué. Voilà, sur Super Physique, programme Super Abdos, sur rudicoya.com, le meilleur exercice abdos, bref, où j'explique tout. En fait, faut vraiment les travailler, quoi. C'est sûr que si tu travailles jamais une zone, jamais. Et puis après, tu dis, tiens, j'ai du gras dessus. Ouais, parce qu'encore une fois, le gras va de préférence, de par déjà notre génétique, à des endroits préférentiels, et d'autre part, à des endroits qu'on va pas travailler. C'est pour ça que beaucoup de cyclistes, par exemple, on a l'impression qu'ils ont les cuisses super sèches, et puis ils ont le bide des fois un peu gras, quoi, entre guillemets. Mais ils sont moins secs du bide que des cuisses, parce qu'ils sont sans arrêt en train de faire les cuisses, et beaucoup moins en train de faire les abdos. Donc c'est pareil, il faut bosser les abdos. Et enfin, le dernier truc, c'est qu'il dit, voilà, ça fait 3-4 mois que je fais ça, et puis il se passe rien. Ah oui, mais 3-4 mois, à un niveau semi-débutant, avec 5 ans d'erreur, un programme sans doute pas hyper bien, voilà, où tu progresses pas, parce que voilà, encore une fois, tu n'as pas de niveau, et très peu de dépenses autour de l'entraînement. Évidemment, en fait, ton cas est pas surprenant, Bourdu. En fait, moi, je te dirais là, vu ton niveau, et je suis sympa, je te dirais, contacte-moi, on va bosser, je vais regarder ce que je peux faire en termes de coaching, et puis je vais te faire décoller, parce que là, tu es en train de perdre ton temps, tu fais des efforts pour rien, tu te prends la tête pour rien. Et je vois beaucoup de personnes, c'est vrai comme ça, comme tu disais Fabrice, sur ce qu'on constate de plus en plus, moi j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent, en fait, qui sont complètement perdues parmi la masse d'informations, et qui sont là, et qui se posent des questions qui n'existent pas, oui, j'ai un niveau, voilà, un peu comme Bourdieu, un niveau semi-débutant, et qui disent, oui, j'ai un pec plus gros que l'autre, oui, est-ce que tu penses que j'ai des longues jambes, est-ce que je devrais faire ci, Non, mais attends, déjà, tu devrais t'entraîner correctement, chercher à progresser, t'étirer, faire du sport, voilà, on va déjà faire les bases, et après, on verra si vraiment il y a des choses qu'on va personnaliser sur l'amplitude, sur le choix des exercices. Mais là, déjà, faut s'entraîner, sans faire de conneries autour, sans prendre du gras pour rien, et bouger comme l'a dit Fabrice, mais ça je vais pas y revenir, mais ouais, c'est un cas classique
qu'on voit malheureusement régulièrement et qui fait mal au cœur. Parce que, en fait, on surestime, encore une fois, malheureusement, son potentiel quand on démarre tardivement et qu'on n'a pas fait de sport auparavant. Alors, il y a toujours des exceptions, la preuve par l'exception, mais la vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas des exceptions, sinon, ils le sauraient déjà. Voilà. La plupart du temps, c'est plutôt la merde. Et il faut 2 fois plus d'efforts pour réussir à se transformer, mais c'est pas impossible. Et Bourdu, tu peux perdre ton ventre, tu peux bien progresser, mais faut faire les choses vraiment correctement, les mettre en place et adopter un style de vie un peu différent. Voilà, en voyant un peu ce que tu fais. Voilà ce que j'avais à dire. Ouais, mais Rudy, je me demande si à un moment donné, il y a eu une espèce de mode avec, tu sais, le HIIT ou avec des trucs qu'on te disait en faisant quelques minutes par semaine, Bah oui, il y a toujours ça. tu peux compenser en fait ta sédentarité et donc il y a peut-être ça ou des gens qui se disent en faisant 4 fois, si je vais 4 fois à la salle 1 heure et demie par semaine, je vais pouvoir compenser le fait que je suis assis toute la journée, mais en fait c'est pas vrai quoi, ça marche pas. Éventuellement si t'as pas de gras à perdre et que tu fais du coup que de la muscu pour prendre du muscle, oui ça peut marcher un petit peu, tu peux être assis tout le temps, faire 4 séances de muscu dans la semaine, tu progresses sur ton développé couché, etc. Là, éventuellement, ça va aller. Mais si tu as du gras à perdre, puis que tu es sédentaire, juste avec la muscu et la diète, franchement, tous les exemples qu'on a vus, c'est que ça marche pas, en fait. Hein. C'est ça, la vérité. Ça marche pas. Ouais, mais bien sûr, il faut bouger. Il faut bouger, quoi. Bah, toi, tu comptes plus tes pas, mais moi, pareil, donc, avec tous mes élèves en coaching à distance, je le vois, je leur dis, bah, des fois, quand ils veulent perdre du gras, combien de pas tu marches par jour? Donc, tout le monde a des montres connectées, voilà, ou des applis sur le téléphone. Et souvent, ce que je constate, c'est, la plupart des gens marchent 2, 3, 4 000 pas par jour. Ils marchent rien, en fait. Vraiment rien de rien. C'est pour ça qu'après, les recommandations, c'est 7 000 pas, nanana. Mais ils marchent rien du tout. Rien du tout. Donc, c'est sûr que si tu marches 2, 3, 4 000 pas, bah ouais, en fait, tu fais rien du tout de ta journée, quoi. Vraiment, c'est proche de zéro. Donc, tu brûles pas de calories. Et c'est vrai que nous, avant, quand on était gamin, quand on était plus jeune, bah ouais, avec la muscu, on séchait, on faisait la diète, on s'entraînait, nanana. C'était entre guillemets facile pour nous parce qu'on avait déjà cette tendance, on n'avait pas fait de gras local auparavant, on n'avait pas eu de bouée, voilà, donc on se mettait un peu à la rue et puis ça marchait. Mais en fait, on avait une super base, quoi. On partait d'une base et puis on avait commencé jeune et donc c'était beaucoup plus facile. Maintenant, avec les années, moi je vois bien, pareil dans d'autres disciplines, voilà, je vais citer personne, mais je vois que, et c'est pour ça que je dis souvent également ce conseil, c'est que c'est beaucoup plus difficile de perdre pour la majorité des gens que de grossir. Parce que en fait, la plupart des gens n'ont pas été habitués justement à se restreindre, à se mettre à la rue, à être fatigués, à faire beaucoup d'activités, nanana. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire tout son possible pour éviter, si vous avez le choix, hein, voilà, c'est pas trop tard, sinon bah ça va être un peu plus compliqué, mais ça va se faire. Pour éviter d'avoir à perdre du poids et à sécher un jour, parce que en fait, si vous n'êtes pas habitué à ça, vous allez dire, mais attendez, je mange pas, je suis fatigué, je dors mal, je perds mes perfs, c'est pas normal. Bah si, en fait, c'est normal. La restriction calorique. Ah, j'ai le chien qui hurle. Est-ce qu'on entend Belzébuth? On l'entend? Non. On l'entend pas. Ok. Non. Et je sais pas ce qu'il a dû voir un truc dehors. Et bref. Et donc ouais, c'est pour ça que il faut vraiment essayer de faire les choses correctement, prendre soin de soi, pour que ça se passe le mieux possible, qu'on n'ait pas justement à avoir ces périodes de restriction, de faiblesse, pour lesquelles en fait la majorité n'est pas prête à faire en fait, parce que c'est difficile. Voilà. Et oui, et c'est vrai que nous, dans le temps, c'était plutôt prendre du muscle qui était difficile pour nous. Il fallait qu'on mange, et on avait l'impression de pas réussir à grossir. Il fallait se battre pour grossir. Et je me souviens que, je crois que, je sais pas si c'était pas Jean Texier qui avait dit qu'en fait, perdre du gras ou du poids, c'était facile parce que c'était un effort passif. En fait, il fallait juste se retenir de manger, donc c'était passif, alors que pour prendre du muscle ou du poids, c'était un effort actif parce qu'il fallait manger. Et donc, du coup, lui, il disait à l'époque que c'était beaucoup plus dur de prendre du poids que de sécher. Et nous, on adhérait un peu à ce truc-là parce que c'est ce qu'on constatait sur nous aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on constate du tout. Ah non, en fait, aujourd'hui, c'est l'inverse. Ah ouais, non, c'est l'inverse. C'est parce que c'est une société d'abondance. Et nous, bah, je pense qu'on a commencé tôt, on a été habitués à ça, on a grandi avec justement les écrits de Jean Texier, les bouquins de muscu, les mecs faisaient des régimes, se privaient, mangeaient rien. Voilà, on était habitués à tout ça. Donc c'est vraiment notre environnement de l'époque. Et là, pour la plupart des gens, en fait, la restriction, quelle qu'elle soit, résister à des frustrations, tout ça, c'est hyper compliqué. En fait, c'est pas,
Mais en fait, c'est ce qui doit se passer. Si on a fait le con, voilà, si on doit payer ses antécédents un jour, et parfois, bah, ça passe justement par des restrictions, par plus d'efforts, par le fait que ce soit difficile. Et comme je dis souvent, je peux pleurer là-dessus, c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire, que ça a du mérite, que ça, ouais, que ça se mérite. Moi, j'aime bien les choses qui se méritent, que ça nécessite des efforts. C'est pas de foutre un petit pignon sur le vélo, la vie. C'est de foutre un vrai pignon. N'est-ce pas, François? Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, Rudy. Allez, sur ce, eh ben, on espère encore une fois que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires encourageants, positifs, tout ça. Ceux qui veulent laisser des commentaires de merde, bah, gardez-les pour vous. Hein. Ça nous fera du bien. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Ce sera avec June. Allez, salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.